pourraient baisser ou qui sont déjà peut-être à -20, -25 et on se rend bien compte que c'était effectivement extrêmement compliqué. Ce que change aussi quand même là, l'hiver enneigé et très froid par rapport à la Rasputitsa qui vient de se terminer, c'est que les mouvements de blindés peuvent éventuellement reprendre. Et l'hiver n'arrête pas forcément les combats. On connaît tous de grandes batailles. La plus grande bataille, évidemment, que l'on connaît en Russie, c'est Stalingrad, qui a bien été conduite en hiver. Alors ça rend la vie des soldats très compliquée, ça rend le poids de la logistique et de la qualité logistique extrêmement important dans le succès, mais l'hiver, hélas, n'arrête pas la guerre. Il n'y a plus les pauses hivernales que nous connaissions pendant les guerres héroïques de la monarchie française. Est-ce que la défense nationale, le sentiment de défense nationale est tel que, d'une manière ou d'une autre, la Russie a perdu la guerre? Pour rester un instant encore à la guerre de Finlande, le cocktail Molotov avait été inventé à l'époque-là. On a vu ressurgir dans la guerre d'Ukraine des cocktails Molotov faits de manière un peu artisanale. Ça n'est que de l'anecdote, évidemment, par rapport au HIMARS, mais ça traduit bien cette volonté de défense nationale qui sera là quoi qu'il arrive. Oui. Alors, on perd la guerre si on sait quelle guerre on voulait conduire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que voulait M. Poutine. Bon, il est probable qu'il voulait beaucoup plus que les 4 oblasts qu'il a déclarés russes après son simulacre de référendum. Mais il n'est pas impossible que pendant longtemps, les troupes russes puissent rester autour, puissent tenir ces 4 oblasts. Et je pense que c'est la grande crainte de Zelensky que finalement ce conflit se fige, devienne un conflit gelé en hiver et puis ailleurs, et que finalement cette situation dure extrêmement longtemps et que après l'hiver, il soit beaucoup plus difficile de relancer le combat. La population ukrainienne aura extrêmement souffert. Le pari de Poutine, c'est que l'hiver gèle non seulement le combat maintenant, mais finalement gèle toute cette guerre sur sa position actuelle. C'est effectivement ce que M. Zelensky craint le plus et ne veut pas. On est saisi de la différence d'image parce qu'évidemment, chaque camp produit ses propres images souvent, mais regardez ce qui se passe du côté des lignes ukrainiennes, parce que là, la communication ukrainienne insiste sur le fait que là, ils sont au coin du feu, les feux de camp. On va voir l'omelette, c'est l'heure de préparer l'omelette. Il y a beaucoup d'images comme ça où l'armée ukrainienne veut montrer qu'elle est plus proche des standards OTAN dont vous parliez dans le traitement de ses propres hommes que des standards russes, évidemment. Tout à fait. Et puis elle est chez elle, quand même, l'armée ukrainienne. Ça change quand même tout. Je ne suis pas sûr que je suis même sûr du l'omelette contraire. à la saucisse, un peu de... Voilà, je pense que toute la population qui est restée sur place les aide au maximum. Et je suis sûr que c'est exactement le contraire pour l'armée russe. Ça me rappelle la campagne de 1805 de Napoléon, qui se retrouve au milieu de la Bavière, quasiment en Autriche, lors de l'hiver 1805, et qu'il sait qu'il ne peut pas rester, parce que la population est favorable aux Autrichiens, même aux Russes qui sont en train d'arriver, et lui doit faire quelque chose. C'est là où il va lancer la bataille d'Austerlitz pour arriver à vaincre tout de suite, parce qu'il sait que à la fin de l'hiver, la situation de la Grande Armée sera terrible. Alors ça, c'est la situation au front. S'il fallait résumer, est-ce que l'hiver sera plus dommageable aux Russes ou aux Ukrainiens? Alors, il sera évidemment plus dommageable aux troupes russes qu'aux Ukrainiens. Après, vous le disiez tout à l'heure, la question se pose des populations. C'est ça. Parlons-en justement. Effectivement, les civils qui subissent des coupures d'électricité très importantes. À l'instant, Volodymyr Zelensky dit qu'il va tout faire, ils vont travailler d'arrache-pied pour rétablir l'électricité. Et souvent, ils arrivent en quelques heures à faire repartir, mais enfin quand même, des millions d'Ukrainiens qui sont privés parfois d'électricité, donc de chauffage dans une ville comme Kiev. Ça, c'est un problème majeur. Évidemment, c'est un problème majeur. Moi, je crois que le problème de cette guerre, elle est moins le problème des armées que le problème de l'arrière des armées. Un boxeur a besoin de ses jambes pour boxer. Et donc, la question est moins, à mon avis, quelle est l'armée qui va l'emporter, que quel est l'arrière qui tombera le plus rapidement. Et est-ce que les arrières tiendront ou pas? Dans le cas de l'arrière ukrainien, il s'agit juste de la population, parce que le pouvoir politique va évidemment tenir. Dans le cas de la Russie, on a le problème de la population. Soutiendra-t-elle encore cette guerre? Et puis on a le problème
problème du pouvoir qui lui aussi peut s'écrouler. Mais la sortie de guerre, elle sera la conséquence de la solidité ou non de l'arrière des uns ou des autres. Volodymyr Zelensky est très conscient de ce que vous dites. Il s'exprimait à l'instant, je le disais, sur ce thème-là, c'est-à-dire sur la rapidité avec laquelle il veut rétablir tous les services publics pour leur population. Comme toujours, j'ai reçu aujourd'hui des rapports sur les travaux de restauration dans le secteur de l'énergie. Nous travaillons dans tout le pays pour stabiliser la situation. Les plus gros problèmes d'électricité se situent dans la ville de Kiev et la région de Kiev, la ville d'Odessa et la région d'Odessa, la ville de Kharkiv et la région de Kharkiv, Vinnytsia, Ternopil, Cherkazy, Chernihiv et d'autres régions. Les travailleurs de l'énergie font tout leur possible pour donner aux gens une vie normale. À Kherson, nous rétablissons les liaisons de transport. Il y a le premier train de Kiev. Nous créons chaque jour de nouvelles opportunités pour les gens. Alors, quelle est la possibilité? Si on regarde l'histoire des guerres, on se rappelle Londres, par exemple, sous le Blitz, qui, malgré tout, fonctionnait. Est-ce que c'est une illusion de la part des Russes de croire qu'ils peuvent casser une ville parce que, malgré tout, ça tient? Écoutez, l'histoire des guerres prouve que, d'abord, celui qui est agressé, s'il n'y a pas une rupture brutale du front, comme c'était le cas en mai 40 en France, l'agressé tient. Et là, on sait bien que les nations se confortent dans la crise, et c'est tout à fait le cas, évidemment, de l'armée ukrainienne. Et on sait que les bombardements, historiquement, ne produisent pas de résultats. Vous citez Coventry, par exemple, du Blitz, des deux Blitz, d'ailleurs, qu'a subi Londres. Finalement, Churchill a bâti dessus pour aller renforcer encore, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes. Il a, au contraire, capitalisé là-dessus. On se rappelle, à l'inverse. London can take it. Londres peut supporter ça. Londres peut prendre ça. Absolument. Et à l'inverse, quand les Anglais ont détruit Dresde, 50 000 morts en une nuit, quand Hambourg a été détruit, leur croyance, c'était qu'en bombardant les populations civiles, eh bien, on ferait s'effondrer la volonté allemande. Au contraire, ça a provoqué un sursaut. Et quand les Américains ont bombardé le Vietnam du Nord, Hanoï et Haiphong, en jetant sur le Vietnam du Nord plus de bombes qu'ils n'en avaient jamais lancées pendant la Deuxième Guerre mondiale, au contraire, ça a renforcé la volonté du Vietnam du Nord de poursuivre la guerre. Historiquement, les bombardements sur les populations ne détruisent pas la volonté, au contraire, ils la renforcent. Illustration de ce que vous dites, c'était à Odessa, ce concert extrêmement saisissant où on est dans le noir parce qu'il y a des coupures d'électricité, mais quand même on joue à la Philharmonie d'Odessa, on joue quand même, écoutons cet extrait. Voilà. On pourrait citer aussi évidemment Leningrad, chez les soviétiques. Bien sûr. Résistance. Là aussi, il y avait la musique, c'était Shostakovich, je crois, oui. qui était diffusée même par haut-parleur. 1 million de morts. 1 million de morts, et ils ont tenu avec des bombardements quotidiens. Alors qu'à l'inverse, Stalingrad, si vous voulez, l'armée allemande, elle n'est pas chez elle. Elle est bombardée. Elle n'est pas dans sa ville. Elle est bombardée et elle va partir. Et donc, je crois qu'il ne faut pas mépriser la volonté de résistance des populations. Et encore une fois, les nations se créent dans la crise, les volontés se renforcent dans la crise, et je pense que la nation ukrainienne ne cédera pas sous les bombardements russes. Alors, une image tout de même qui montre à quel point la guerre est là dans nos vies. On l'a montré parce qu'elle est très frappante, parce que ça rapproche de nous, c'est ce qu'on pourrait vivre à la sortie de Toulon ou je sais pas quoi, de n'importe quelle ville de France, le missile au bout de la rue. Regardez cette séquence, on peut la passer, puis vous la commentez avec nous, vous qui êtes du militaire. Alors on est à Dnipro, en l'occurrence. Alors, pas d'objectif militaire très visiblement, donc il n'y a aucune raison que ça tombe particulièrement là. L'automobiliste qui se dit quand même qu'il faut changer de route assez vite. Voilà, ça, évidemment, ça se rapproche. C'est là, on voit à quel point, oui, il y avait au début de la guerre ces simulations, si c'était à Paris, si c'était à Londres, etc. Je crois que la guerre, au bout d'un moment, enfin, moi je ne l'ai pas connu comme ça, mais la guerre, au bout d'un moment, rentre dans la vie courante. Et le meilleur exemple, c'est le Blitz à Londres. C'est aussi le bombardement de Berlin par les Russes en 1945, où finalement la vie finit par s'organiser, la mort redevient naturelle. De toute façon, il faut bien que les gens vivent, il faut bien qu'ils se nourrissent, il faut bien qu'ils travaillent. Donc la vie doit continuer. Il y a un temps d'acclimatation, très sûrement, mais la vie continue.
parce que la vie ne peut pas s'arrêter.